Bonjour et bienvenue sur Consiglio Formation, la chaîne réservée aux travailleurs sociaux des secteurs social, médico-social, mais aussi des professionnels du sanitaire et du secteur de l'animation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la question de quelle façon le travail peut devenir un contexte à risque de burn-out. Avant, je tiens à saluer le retour et la présence à mes côtés de Marlène Lou, qui traduira en langue des signes cette vidéo à destination de nos amis sourds et malentendants. Pour aborder le sujet, commençons par cerner ce qu'est un effondrement professionnel via la définition de la psychologue Christina Malak. Le burn-out est l'indice de la séparation entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Il révèle une usure des valeurs, de la dignité, de l'esprit, de la volonté, une érosion de l'âme. C'est une maladie qui se propage graduellement et de façon continue au fil du temps, entraînant les individus dans une spirale descendante dont il est difficile de sortir. Christina Malak a démontré que le burn-out ne trouvait pas son origine ni dans la dépression, ni en lien avec un problème personnel, mais en lien avec l'organisation de travail, un rapport entre celle-ci et le salarié concerné. Alors, de quelle façon l'organisation de travail peut-elle devenir un contexte à risque de burn-out? Toujours plus productive et aller toujours plus vite. L'économie serait le nerf de la guerre, entendons-nous souvent. Mais de quelle guerre parlons-nous? Quel est l'ennemi? Une chose demeure certaine, nous en connaissons d'ores et déjà les victimes, les personnes accueillies et accompagnées. Le travail dans l'urgence. L'urgence est-elle une priorité? Non, il faut savoir prendre du temps maintenant pour en gagner plus tard. Le poète français Guillaume Apollinaire énonce: quand on a le temps, on a la liberté. Il y a aussi les réunions qui durent et qui perdurent et qui s'enchaînent sans de sens réel dans les contenus. Le manque d'espace de communication, de lisibilité, de démocratie, le manque de reconnaissance, d'autonomie. On nous infantilise, on nous contrôle, nous disent plusieurs professionnels. Il y a bien sûr les injonctions paradoxales qui viennent de toutes parts, le management binaire, divisé pour mieux régner, le changement permanent qui ne laisse aucun répit aux professionnels pour prendre ses marques. Rien n'est permanent sauf le changement, nous disait Héraclite, philosophe grec, 500 ans avant notre ère. Une professionnelle de l'éducation spécialisée me pose cette question il y a quelques jours. Comment expliquer que lorsqu'une équipe fonctionne bien, la direction décide d'en séparer les membres? Bien entendu, les hypothèses sont diverses et la meilleure serait de la poser directement aux concernés. Mais tentons une petite piste de réflexion globale autour de la distanciation entre le prescrit et le réalisé. Aujourd'hui, les cadres, intermédiaires ou pas, direction, directeurs adjoints, sont absorbés en particulier par l'administratif, les réunionites, le portable et les dizaines de courriers, voire des centaines de courriels à traiter. Tout semble urgent et entraîne de fait le responsable à s'éloigner du terrain malgré lui ou malgré elle. Alors, il observe de loin et il ne voit que les petits détails qui relient avec le temps au dysfonctionnement. Les pauses clopes, le café, les rires, il ne passe plus assez de temps pour regarder la compétence et la disponibilité des salariés. Conséquence, des procédures irréalisables en millefeuille, des actions-réactions et la décision de séparation des membres de l'équipe. Isaac Guest, docteur en psychologie et en management, précise que les professionnels ne s'opposent pas au changement, mais s'opposent à ce qu'on les change. Je retiens dans cet inventaire 5 freins principaux qui peuvent entraîner vers un burn-out. Donc aller toujours plus vite, faire mieux avec moins. L'impératif de réussite, c'est le contrôle total de sa vie professionnelle et intime. L'administratif est devenu un axe central du métier des travailleurs sociaux. Vider de l'essentiel. La méconnaissance des métiers par les responsables et décideurs. Une stratégie parfois mise en place pour éviter l'embauche de responsables venus du terrain avec leurs expériences qui pourraient devenir très vite des obstacles. Alors nous embauchons des directeurs qui viennent d'une autre culture professionnelle. Il y a aussi notre culture, nos apprentissages, notamment à l'école. Nous sommes seconds pour le stress derrière le Japon, mais aussi les apprentissages collectifs demeurent absents au niveau de l'éducation nationale et l'esprit critique d'eux-mêmes est absent. Ainsi, nous arrivons dans le milieu professionnel avec nos bagages et nos héritages familiaux et scolaires. Bien souvent, nous considérons que le chef a toujours raison. Il détient la vérité. Les conséquences de ces freins sont multiples. Le risque de burn-out concerne tous les statuts de l'organisation. Le risque de burn-out est favorisé par la perte de sens, nous l'avons dit, de direction, signification et de valeur, mais aussi la perte de créativité et de plaisir.
Et là, de nombreux professionnels nous disent, par fatalisme, on n'y peut rien. Donc l'épuisement à gérer au quotidien, les irritants, et donc chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Enfin, je conclurai cette capsule par la phrase de Paul Watzlawick, théoricien autrichien de la communication décédé en 2007, qui nous dit « Il n'y a pas d'individus malades, mais des systèmes sociaux qui induisent des pathologies ». La prochaine capsule concernera la question du profil particulier des professionnels qui sont victimes de burn-out. N'hésitez pas à commenter d'ores et déjà cette capsule sous cette vidéo et à cliquer sur le pouce bleu via le réseau YouTube et à vous y abonner pour recevoir les prochaines vidéos, mais aussi revoir les précédentes. Vous pouvez aussi nous écrire à concilio.formation@orange.fr ou aller directement sur le site de Concilio Formation tout attaché formation@fr. Nous vous remercions de votre attention et nous vous disons à très bientôt sur Concilio.